quel moment as-tu réussi à renverser la situation face au racisme? Tout a commencé alors que je quittais en voiture ma résidence sécurisée, quand une femme a surgi du trottoir juste devant moi, en criant et en agitant les bras comme une contrôleuse sur un tarmac. J'ai freiné brusquement, renversant mon café partout. Elle a foncé à ma fenêtre, furieuse, me demandant si j'habitais bien là. Son visage empourpré, elle postillonnait en me criant qu'elle m'avait vu traverser son quartier. Son mari est arrivé, l'air gêné, trottinant dans son short cargo et son polo. « Karen, s'il te plaît !» l'a-t-il supplié en la retenant par le coude. « C'est notre voisin, celui de la Maison Bleue. » Mais elle l'a repoussé et m'a demandé mon permis comme si elle faisait partie de la sécurité du coin. Avec ses chaussons à pompons, son autorité était presque risible. Plutôt que de m'énerver, j'ai éclaté de rire. « Vous savez quoi ? Venez prendre un verre cet après-midi, ce serait l'occasion de mieux se connaître entre voisins. » Le mari est resté bouche bée. « C'est vraiment gentil de votre part. » Karen, elle, continuait à marmonner à propos de papier pendant que son mari la tirait à l'écart en s'excusant platement. Je suis rentré chez moi, collant de café mais finalement amusé par la scène. 4 heures plus tard, armé d'une bouteille de vin rouge et d'une de blanc, je me suis présenté chez eux. Mitchell, un peu surpris de me voir, m'a ouvert la porte. Derrière lui, j'ai entendu Karen crier depuis le salon « Absolument pas !» Mitchell est devenu tout rouge, coincé dans l'encadrement de la porte, visiblement mal à l'aise. Je suis vraiment désolé. Elle n'a pas envie de voir du monde, mais si vous voulez, je peux passer chez vous dans 1 heure. J'ai haussé les épaules et suis rentré chez moi. Effectivement, 1 heure plus tard, il a débarqué avec un pack de bière. On s'est installé sur la terrasse et il s'est presque écroulé sur sa chaise. Je suis désolé pour ce matin. Karen devient de plus en plus invivable. Elle scrute la page Facebook du quartier comme si c'était son taf. On a ouvert des bières et discuté. Il bossait dans l'informatique, télétravaillait et semblait cruellement en manque d'une conversation normale. On s'est vite découvert une passion commune pour la bière artisanale et un ras-le-bol partagé des règles absurdes de la copro. Après la 3e bière, il m'a confié que Karen avait déjà appelé la police contre 3 voisins rien que ce mois-ci. Je lui répète qu'un jour ça va nous retomber dessus, mais elle est persuadée de défendre la valeur des maisons, a-t-il soupiré. On a commandé une pizza et on a fini devant le match à l'intérieur. Mitchell s'est détendu pour la première fois de la journée, me remerciant sans arrêt d'être resté cool et de ne pas avoir porté plainte après la scène du matin. « Tu sais ce qui est fou ?» m'a-t-il lancé à la mi-temps. « En 23 ans de mariage, c'est la première fois que je passe du temps avec un pote sans demander la permission. » On rigolait à propos de la dernière règle débile sur la hauteur de l'herbe quand son portable a commencé à vibrer. Il a laissé sonner, puis ça a recommencé. « Tu devrais peut-être répondre ?» lui ai-je suggéré. Il a secoué la tête. Elle veut sûrement que je rentre tout de suite, mais pour une fois, j'ai envie de profiter de ma soirée. Finalement, le téléphone s'est tu. On s'est tapé dans la main et on a ouvert une autre bière. À peine le 3e carton commencé, j'ai remarqué un truc bizarre. Une voiture est passée lentement 3 fois devant chez moi, puis une autre, comme si elle cherchait quelque chose. « Dis-moi, Mitchell, est-ce que Karen connaît mon numéro exact ?»« Non, pourquoi ?» C'est là que les sirènes ont retenti. Pas 1 ni 2, mais toutes celles du coin, semble-t-il. Le vacarme se rapprochait, bientôt des gyrophares rouges et bleus inondaient la maison. J'ai jeté un œil par les stores, et j'ai senti la panique monter. Des voitures de police encerclèrent la maison, des agents prenaient position, armes sorties. Je voyais des policiers traverser mon jardin. Toute la propriété était quadrillée. « Mon Dieu !» a murmuré Mitchell en regardant par une autre fenêtre. « Mais qu'est-ce qu'elle a bien pu leur raconter ?» Dans l'allée, Karen gesticulait devant un capitaine de police, pointant la maison, et je lisais sur ses lèvres des mots comme « dangereux » et « otage ». Même de loin, ses chaussons à pompons faisaient de taches dans le tableau. Un mégaphone a grésillé. « Ici la police. La maison est entièrement encerclée. Nous savons que vous êtes à l'intérieur. » On s'est regardé, le cœur au bord des lèvres. Peu importe ce que Karen avait raconté, c'était clairement plus sérieux que « mon mari regarde le foot ». La façon dont les flics se mettaient en place montrait qu'ils s'attendaient à une vraie prise d'otage. « Je devrais sortir ?» a balbutié Mitchell, livide. « Attends » ai-je soufflé. « Réfléchissons. Si elle leur a dit que tu es en danger et que tu sors tranquillement, ils verront bien qu'elle a menti. Mais s'ils me croient dangereux ?» Le mégaphone a repris. « Vous avez 30 secondes pour répondre avant que nous n'intervenions. Relâchez l'otage immédiatement. » Otage. Elle leur avait dit que Mitchell était séquestré. J'ai senti mes mains trembler, comprenant à quel point tout pouvait dégénérer en 1 seconde. Un mauvais geste, et je pouvais finir abattu dans mon propre salon. Mitchell a attrapé la poignée, mais je lui ai saisi le bras. Dehors, d'autres sirènes arrivaient. Quoi qu'il arrive, tout irait très vite. Par la fenêtre, j'ai vu un policier du raid débarquer. Le mégaphone a lancé le compte à rebours. 20 secondes.
Mon cœur tambourinait si fort que j'avais du mal à respirer. Mitchell m'a lancé un regard paniqué. On a tous les deux compris que cette fois, Karen était allée trop loin. 10 secondes. À 0, j'ai attrapé Mitchell et on s'est planqué derrière le canapé, juste au moment où la voix du mégaphone annonçait l'assaut. La porte d'entrée a explosé dans un vacarme assourdissant, le bois volant en éclats, pendant que les policiers déferlaient comme un raz-de-marée. Des points rouges de laser dansaient sur les murs et le plafond, les bottes martelèrent le parquet et d'autres agents surgissaient là où se trouvait autrefois l'encadrement de ma porte. Tout le monde criait en même temps, nous ordonnant de montrer nos mains, de nous allonger, de ne surtout pas bouger, le tout dans un vacarme assourdissant qui annihilait toute tentative de réfléchir. Mitchell et moi, on s'est précipités au sol, face contre terre, les bras écartés, entourés de fusils braqués sur nous. Ma joue collée contre le parquet froid, j'apercevais des moutons de poussière sous le meuble TV, oublié lors du dernier ménage, un détail idiot alors que des policiers m'avaient en joue. D'autres bottes martelèrent le sol, des agents fouillaient la cuisine et le couloir, ouvraient chaque placard, inspectaient chaque pièce, comme s'ils s'attendaient à tomber sur des cadavres ou des explosifs. Un genou s'est planté dans mon dos pendant qu'on me palpait à la recherche d'armes, qu'on me confisquait mon téléphone et mon portefeuille avant de m'attacher les poignets avec un collier de serrage si serré que le plastique m'entamait la peau. J'entendais Mitchell grogner à côté, lui aussi traité comme un criminel, tous les deux allongés là, tandis que ma maison se faisait retourner par ce qui semblait être la moitié du commissariat. J'ai réussi à tourner la tête, juste assez pour dire à l'agent accroupi sur moi que j'étais le propriétaire et qu'il devait y avoir erreur. Mais il s'est contenté de répondre qu'il suivait le protocole pour une prise d'otage signalée et qu'on devait rester tranquille. Après ce qui m'a paru une éternité, mais qui n'a sans doute duré qu'une dizaine de minutes, ils nous ont finalement autorisés à nous asseoir contre le mur, toujours séparés de 2 bons mètres, un policier planté entre nous. L'officier principal a pris sa radio pour annoncer que la situation était sous contrôle. 2 hommes en garde à vue, aucune arme retrouvée. J'en aurais presque ri, parce que le truc le plus dangereux chez moi, c'était sûrement le lait périmé dans le frigo. Par la fenêtre du salon, je voyais Karen dans mon allée, en pleine discussion avec un homme qui ressemblait au commissaire, gesticulant comme une chef d'orchestre, ses chaussons à pompons sautillant à chaque mouvement. Même de l'intérieur, rien qu'à la forme de sa bouche, je devinais qu'elle répétait sans cesse des mots comme « dangereux » et « menacé », tout en pointant ma maison du doigt. Une femme en civil a franchi mon encadrement de porte défoncée pour se présenter comme négociatrice de crise. Elle s'est accroupie devant moi, l'air prudent, comme si j'étais sur le point d'exploser. Elle m'a posé des questions douces sur le déroulement de la soirée, alors j'ai raconté l'histoire du matin avec Karen qui s'était jetée devant ma voiture, puis comment je les avais invités à prendre un verre pour calmer les choses, et qu'au final, c'était Mitchell qui était venu regarder le match. À l'autre bout du salon, j'entendais Mitchell donner sa version à un autre policier, la voix tremblante, expliquant que sa femme avait déjà appelé la police plusieurs fois ce mois-ci à cause des voisins, et l'agent qui prenait des notes avait l'air de moins en moins convaincu à mesure qu'il parlait. La négociatrice a demandé à voir mon téléphone pour vérifier la chronologie, alors l'agent me l'a rendu, elle a parcouru mes messages avec Mitchell à propos du match, puis elle est allée regarder la télé pour constater qu'elle était bien sur la chaîne sportive, comme on l'avait dit. Elle a pris des photos de la boîte à pizza sur la table basse et des bouteilles de bière alignées sur la desserte, tout en documentant la scène, pendant que d'autres agents arpentèrent la maison, notant et photographiant tout. Au bout d'1 heure de ce cirque, 2 policiers ont fait entrer Karen pour recueillir sa version, mais l'ont directement emmenée dans la salle à manger, pendant qu'on séparait Mitchell et moi dans des chambres différentes, histoire qu'on n'entende pas ce qu'elle racontait. Je me suis retrouvé assis sur mon lit, toujours les poignets attachés, observant par la fenêtre les voitures de police qui continuaient d'affluer, comme si un crime terrible venait d'être commis, alors qu'il ne s'agissait que d'une voisine un peu hystérique qui montait tout en épingle. L'agent chargé de me surveiller n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil à sa montre en soupirant. Je l'ai même entendu marmonner à propos des heures sup et des fausses alertes, quand sa radio a crachoté de nouvelles infos. Derrière la porte, j'entendais des voix étouffées. Parfois le ton aigu de Karen perçait, suivi de longs silences et de nouveaux échanges. Finalement, le commissaire en personne est entré, une tablette à la main, pour me montrer les images de vidéosurveillance du portail du quartier. On y voyait Mitchell arriver dans mon allée pile à l'heure qu'on avait indiqué, détendu, le pack de bières à la main, rien à voir avec un otage. L'horodatage correspondait parfaitement à notre récit, prouvant que Mitchell était là bien avant que Karen appelle la police en prétendant qu'il était en danger. À chaque image, le visage du commissaire se fermait un peu plus, puis il a ordonné qu'on fasse venir la plaignante dans le salon.
2 agents ont escorté Karen qui, même là, n'arrêtait pas de parler, expliquant qu'elle avait vu des choses louches, qu'elle était certaine qu'il se passait quelque chose de grave. Le commissaire, les bras croisés, la fixait tandis qu'elle continuait à m'accuser, répétant qu'elle surveillait ma maison depuis des mois parce qu'elle savait que je cachais quelque chose. Mitchell est sorti de l'autre chambre, escorté par un agent. Il a blêmi en voyant sa femme, toujours campée sur ses positions, ses chaussons à pompons aux pieds, essayant de convaincre tout le monde qu'elle avait raison. Un policier est venu informer le commissaire qu'ils avaient fouillé de fond en comble sans rien trouver, ni armes, ni drogue, aucune trace d'infraction. La mâchoire du commissaire s'est contractée, il fixait Karen qui, imperturbable, continuait à prétendre qu'elle avait entendu des cris et qu'elle savait que Mitchell était en danger, insistant sur le fait qu'on devrait la féliciter pour sa vigilance. La négociatrice a pris le commissaire à part, ils ont échangé quelques mots en consultant leurs notes, tout en secouant la tête. Mitchell, lui, frottait ses poignets encore rouges, là où les colliers de serrage avaient laissé de vilaines marques. Le salon était complètement sans dessus-dessous, les coussins du canapé éparpillés partout, des livres traînant sur le sol, le meuble télé déplacé pour qu'il puisse regarder derrière, les cadres photos posés à l'envers sur la table basse et tous les tiroirs de la cuisine ouverts après leur fouille minutieuse. Le commissaire est revenu pour nous annoncer qu'ils allaient enfin nous libérer, mais qu'il nous était toujours interdit de quitter les lieux tant que l'enquête n'était pas terminée. Un agent a coupé les colliers de serrage qui m'avaient scié les poignets et j'ai senti le sang revenir dans mes mains, me provoquant des fourmillements et une sensation de brûlure. Mes poignets portèrent les traces rouges et profondes du plastique, à vif après 2 heures d'attente interminable. La négociatrice est revenue après avoir longuement discuté avec Karen dans une autre pièce et nous a expliqué que celle-ci avait fini par reconnaître avoir peut-être un peu grossi certains détails, préoccupée avant tout par la sécurité de son mari. Elle a précisé que Karen affirmait avoir entendu des cris chez moi, mais que les agents avaient rapidement compris qu'il s'agissait tout simplement de nos exclamations devant le match. Karen avait également déclaré avoir vu Mitchell, l'air préoccupé, par la fenêtre, alors que ce n'était que lui, surexcité après un touchdown ou quelque chose du genre. La négociatrice n'arrêtait pas de s'excuser, répétant qu'ils étaient dans l'obligation de prendre chaque signalement au sérieux, mais il était de plus en plus évident pour tout le monde qu'il s'agissait d'une fausse alerte. Mitchell était en larmes en apprenant ce que Karen avait raconté, tremblant de colère et de tristesse. Il ne cessait de répéter qu'il était désolé, qu'il n'arrivait pas à croire ce qu'elle nous avait fait subir. Les policiers ont pris des photos de nos poignets et noté toutes les traces et les blessures causées par leur intervention musclée. Mitchell avait déjà un bleu qui se dessinait sur la joue, là où son visage avait heurté le sol, et mon épaule me lançait encore à cause de la façon dont il m'avait immobilisé. D'autres agents faisaient des allers-retours, s'affairant à remplir des rapports et à recueillir les témoignages de tout le monde, même ceux des voisins qui s'étaient attroupés pour assister à la scène. Il était presque 2 heures du matin lorsque le commissaire a fini par nous annoncer qu'on pouvait enfin partir, mais qu'il faudrait passer au commissariat le lendemain pour une déposition officielle. Il s'est excusé en personne pour toute cette histoire, en expliquant qu'il n'avait pas eu le choix et devait toujours traiter ce genre de situation comme réel avant de pouvoir écarter le doute. Mitchell m'a demandé s'il pouvait rester chez moi, incapable d'envisager la moindre seconde de retourner chez Karen. Nous nous sommes retrouvés tous les deux, assis dans ce salon dévasté, perdus au milieu du chaos laissé par la police, sans réussir à fermer l'œil. Mes mains tremblaient encore, et chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais ces fusils pointés sur moi. Mitchell tournait en rond, n'arrêtant pas de s'excuser, se reprochant de ne pas avoir décroché quand Karen avait appelé plus tôt. On a essayé de regarder la télé, mais impossible de fixer notre attention sur quoi que ce soit. On est resté là, silencieux, à broyer du noir jusqu'au petit matin. Vers 5 heures, Mitchell a fini par s'assoupir sur le canapé et moi j'ai sombré dans mon fauteuil. À 7 heures, mon téléphone s'est mis à vibrer dans tous les sens. Le groupe Facebook du quartier était en pleine ébullition. Quelqu'un avait posté une vidéo qui montrait toutes les voitures de police et les fourgons du raid encerclant la maison. Et tout le monde se lançait dans des spéculations folles pour deviner ce qui s'était passé. Certains parlaient d'une descente pour trafic de drogue, d'autres de terrorisme, et il y en avait même un qui prétendait qu'il s'agissait d'un meurtre. Les commentaires s'enchaînaient, chacun y allant de son récit romancé ou de ce qu'il croyait avoir vu, inventant des histoires de plus en plus farfelues. Puis Karen a publié un message très vague, expliquant qu'elle cherchait simplement à protéger le quartier contre des individus dangereux qui pourraient menacer notre tranquillité. Elle ne citait personne, mais il était évident qu'elle parlait de moi, essayant de se donner le beau rôle. Quand Mitchell s'est réveillé, je lui ai montré la publication.
Son visage est passé du blanc au rouge écarlate de colère. Il a commencé à rédiger une réponse, puis il a tout effacé avant de jeter son téléphone sur le canapé, concluant que ça ne servait à rien. On s'est habillés et on est partis ensemble au commissariat, où ils nous ont fait patienter près d'1 heure avant de nous séparer pour recueillir nos dépositions. Le policier qui m'a interrogé avait l'air compréhensif, secouait la tête en m'écoutant tout raconter depuis le début et m'a avoué que ce genre de fausse alerte devenait vraiment trop fréquent. Les gens étaient de plus en plus méfiants. J'ai passé 3 bonnes heures à revenir sur chaque détail pendant qu'il tapait tout sur son ordinateur et me faisait signer une montagne de papier. Mitchell, de son côté, était dans une autre pièce à expliquer toute l'histoire de Karen, qui passait son temps à appeler la police contre les voisins avec des exemples précis et des dates. Le policier a retrouvé tous ces signalements dans son fichier. Rien que ce mois-ci, il y avait déjà 3 appels et plusieurs autres sur l'année. À chaque fois, Karen inventait une urgence, mais quand la police arrivait, il n'y avait rien à signaler. Un peu de bruit, une voiture mal garée ou un livreur qui traînait dans la rue. Une fois dehors, le policier nous a demandé de rester joignables, au cas où il aurait besoin de nous revoir. On est restés quelques minutes tous les deux dans la voiture, sur le parking, sans dire un mot, les yeux perdus dans le vide. Mitchell se frottait le visage, épuisé. Je l'ai déposé à son hôtel, puis j'ai filé directement chez l'avocate que mon voisin m'avait conseillé il y a quelques mois à cause de mes soucis avec un entrepreneur. Là, une femme d'une 50aine d'années m'a reçu, a pris des notes sur son carnet tout en m'écoutant. Elle secouait la tête, et quand j'ai eu terminé, elle a posé son stylo, s'est appuyée contre son dossier et m'a expliqué que ce que Karen avait fait relevait en réalité de plusieurs infractions. Dans une situation franchement dangereuse. Porteur plainte à tort, c'était évident. Mais elle m'a précisé que l'invention d'une prise d'otage pouvait même être qualifiée de tentative d'homicide par intervention policière, puisqu'elle était parfaitement consciente que des agents armés allaient intervenir. Elle a sorti d'autres dossiers et s'est mise à répertorier toutes les options possibles pour attaquer Karen au civil. Elle a noté les dégâts sur ma porte d'entrée que la police avait défoncés, les traces encore visibles sur mes poignets à cause des liens en plastique, et elle m'a expliqué que le traumatisme d'avoir eu des armes braquées sur moi chez moi pouvait donner lieu à une indemnisation conséquente. Elle a aussi mentionné les posts de Karen sur Facebook, clairement diffamatoires puisqu'elle colportait partout dans le quartier des mensonges sur ma supposée dangerosité. On a passé 2 heures à tout décortiquer, elle tapait ses notes pendant que je signais les autorisations pour lancer la procédure. Elle a pris des photos de mes poignets et des dégâts dans la maison et m'a précisé qu'elle demanderait aussi les enregistrements des caméras piétons de la police. Mon téléphone a vibré pendant que je signais, c'était un message de Mitchell qui m'expliquait qu'il ne pouvait pas rentrer chez lui et qu'il comptait rester à l'hôtel quelque temps. Il me racontait avoir passé l'après-midi au téléphone avec des avocats spécialisés en divorce pour comprendre comment se séparer de Karen après tant d'années. J'ai montré le message à mon avocate, qui a simplement hoché la tête, l'air de dire qu'elle avait déjà vu ça plus d'une fois. Sur le chemin du retour, j'ai été bombardé de messages de voisins à peine connus. 3 familles différentes voulaient absolument me parler de Karen. Un homme habitant à 2 rues m'a raconté que, l'été dernier, Karen avait appelé les services sociaux contre eux parce que leur fils de 8 ans faisait du vélo dans leur allée sans surveillance. L'enquête avait duré des semaines et failli leur coûter leur famille, alors que rien d'anormal n'avait été trouvé. Un autre voisin m'a expliqué que Karen les avait signalés à la SPA, prétextant qu'ils maltraitaient leur chien uniquement parce qu'il aboyait de temps en temps quand ils étaient au travail. La 3e famille, elle, avait envisagé de vendre et de déménager, après que Karen ait appelé la police plusieurs fois contre leur ado qui jouait simplement au basket dans l'allée après l'école. Ce soir-là, le président du syndic m'a appelé sur mon portable, ce qui m'a étonné car on ne s'était jamais vraiment parlé auparavant. Il était visiblement très inquiet et m'a dit devoir convoquer une réunion d'urgence sur ce qui s'était passé, car la copropriété risquait d'être tenue responsable si un habitant multipliait les fausses alertes, mettant le voisinage en danger. Il voulait mettre en place de nouvelles règles pour la gestion des plaintes entre voisins et craignait des poursuites si la situation dégénérait. Il a fixé la réunion 3 jours plus tard au centre communautaire. Le lendemain matin, Mitchell m'a appelé pour me demander s'il pouvait passer récupérer quelque chose sur son ordinateur, mais il ne voulait pas y aller seul. Nous y sommes allés ensemble, et voir que la voiture de Karen n'était pas là nous a rassurés. Mitchell est allé directement dans le bureau, a allumé l'ordinateur, et s'est mis à naviguer dans les fichiers. Il tremblait des mains, et à un moment, il est devenu livide. Il m'a montré l'écran. Il y avait un dossier intitulé « Preuve de surveillance du quartier », avec des sous-dossiers pour différentes adresses, dont la mienne. Dans le mien, Karen avait compilé des captures d'écran sur 6 mois de toutes les photos que j'avais postées sur les réseaux sociaux, y compris des choses venant de mon compte Instagram privé qu'elle avait forcément obtenues par quelqu'un d'autre.
Il y avait des photos de ma voiture, des notes sur mes horaires de départ au travail, des clichés de camions de livraison devant chez moi avec la date et l'heure, et même des copies de mes commentaires sur le groupe Facebook du quartier. Mitchell a trouvé des dossiers similaires sur 5 autres voisins, tout aussi détaillés et inquiétants. Il a tout envoyé par mail à mon avocate et à la sienne, spécialisée en divorce. 2 jours plus tard, l'inspecteur m'a appelé. Ils avaient terminé leur enquête et recommandèrent des poursuites contre Karen pour dénonciation calomnieuse et mise en danger d'autrui. Il m'a précisé que le procureur devait tout examiner dans la semaine et décider de la suite, et que la découverte des précédentes fausses déclarations de Karen au 17 rendait l'affaire bien plus grave, car cela montrait un comportement répété. Mon avocate, elle aussi informée, a immédiatement envoyé à Karen une mise en demeure lui interdisant de publier quoi que ce soit à mon sujet en ligne et lui ordonnant de rester à 30 mètres minimum de chez moi. Elle l'a aussi sommé d'arrêter de prendre des photos de ma maison et de supprimer toutes les captures et notes de surveillance qu'elle avait accumulées. La lettre a été envoyée en recommandé et par mail pour être sûr qu'elle la reçoive. 3 jours plus tard, la réunion du syndic a eu lieu et le centre communautaire était plein à craquer, bien plus que d'habitude. Le président a commencé à exposer la situation et la nécessité de nouvelles règles, mais à peine avait-il commencé que des cris ont fusé de tous côtés. Certains voisins prenaient la défense de Karen, affirmant qu'elle ne voulait que protéger le quartier, tandis que d'autres racontaient leurs propres expériences de harcèlement. Un couple âgé a expliqué que Karen avait mesuré leur pelouse avec une règle pour les dénoncer au syndic parce qu'elle dépassait de moins d'1 centimètre. Une autre famille a raconté qu'elle avait appelé la police contre leur nounou sous prétexte qu'elle restait dans la voiture garée pendant sa pause. L'ambiance s'est rapidement envenimée, tout le monde se disputait pour savoir si Karen faisait régner la sécurité ou la terreur. Mitchell, resté silencieux au fond de la salle jusque-là, s'est soudain levé et a marché vers l'avant. Sa voix tremblait, mais il a parlé suffisamment fort pour être entendu de tous. « Je suis désolé pour ce que ma femme a fait. Elle a vraiment besoin d'aide. » Il a avoué avoir longtemps fermé les yeux, mais le fait de m'avoir vu risquer de me faire abattre par la police lui avait fait prendre conscience de la gravité de la situation. Karen écoutait sûrement depuis l'extérieur, puisqu'elle a fait irruption en hurlant que nous étions tous ligués contre elle et qu'elle était la seule à se soucier de la valeur des maisons et de la sécurité du quartier. Elle a désigné plusieurs personnes en les traitant de fainéants, d'irresponsables et de dangereux, jusqu'à ce que le président du syndic la coupe sèchement. « Vous allez devoir partir, sinon je préviens la sécurité. » Furieuse, elle est partie en lançant qu'on finirait tous par s'en mordre les doigts quand le quartier sombrerait sans sa vigilance. 2 semaines plus tard, le président a réuni tout le monde à nouveau et la salle était encore plus pleine, au point que certains restaient debout contre les murs. Il a lancé un PowerPoint sur les nouvelles consignes de sécurité et a lu ses notes, insistant sur le fait qu'il fallait désormais des preuves concrètes avant d'accuser un voisin. Le vote à main levée a été sans appel. 37 pour, 12 contre, les partisans de Karen étaient furieux mais nettement minoritaires. Le président a aussi précisé que le groupe Facebook ne servirait plus à signaler des alertes de sécurité, sauf à fournir de vraies preuves comme des photos ou un rapport de police. Karen, assise au premier rang, prenait des notes en secouant la tête sans discontinuer, alors que Mitchell s'était réfugié tout au fond, les yeux vissés sur son portable. Le lendemain matin, en me levant, j'ai découvert 3 caméras de surveillance flambant neuves sur la maison de Karen, toutes braquées sur chez moi et chez les voisins. Elle les avait installées dans la nuit à l'aide de mâts télescopiques qui grimpaient jusqu'au toit. J'ai pris des photos et prévenu le président du syndic qui a débarqué chez moi dans l'heure pour constater lui-même. Il est resté planté dans mon allée à secouer la tête. Ça viole au moins 4 règles de confidentialité dans notre règlement. Il est allé directement confronter Karen et je l'ai observé par la fenêtre. Ils se sont disputés sur son perron pendant presque 20 minutes. Elle lui montrait tour à tour ses caméras et les autres maisons, pendant qu'il agitait ce qui semblait être le règlement sous son nez. Finalement, il est parti et elle est rentrée chez elle en claquant la porte si fort que je l'ai entendue depuis mon salon. 3 jours plus tard, l'inspecteur m'a rappelé pour m'annoncer que le procureur avait étudié le dossier et décidé de poursuivre Karen au pénal. On va venir l'arrêter d'ici 1 jour ou 2 pour fausses déclarations à la police et usage abusif des services d'urgence. Quand j'ai demandé si Mitchell était au courant, il m'a répondu qu'ils essaièrent de procéder à l'arrestation en son absence pour éviter tout esclandre. L'arrestation a eu lieu le lendemain après-midi, pendant que je travaillais chez moi et que Mitchell était au bureau. 4 voitures de police se sont garées devant chez eux, des agents sont montés à la porte avec des papiers à la main. Karen a ouvert en peignoir et, même fenêtre fermée, je l'ai entendu hurler à plein poumon. Ils l'ont menotté sur le perron, devant la moitié du quartier qui regardait la scène depuis les allées et aux fenêtres.
Elle n'a cessé de réclamer ses droits et d'exiger de téléphoner à son avocate pendant qu'il l'emmenait à la voiture de police. Toute la scène n'a pas duré 10 minutes, mais sur le groupe Facebook du quartier, c'est aussitôt parti dans tous les sens. Les messages et commentaires pleuvaient. Ce soir-là, Mitchell m'a appelé en pleurs, tellement bouleversé que j'avais du mal à le comprendre. Je suis rentré chez moi, j'ai trouvé un ruban de police sur la porte et un mot concernant l'arrestation de Karen. Je ne sais plus quoi faire. C'est ma femme, mais elle a failli te causer de graves ennuis avec toutes ces histoires. Il m'a dit qu'il logeait déjà à l'hôtel Hampton Inn au bout de la rue depuis une semaine, incapable de supporter ses crises après la réunion du syndic. Sa voix s'est brisée quand il a avoué qu'il était presque à sec et ne savait plus où aller. Je lui ai proposé « Prends une valise et viens dormir dans la chambre d'amis, le temps de trouver une solution ». Il est arrivé 1 heure plus tard avec 2 valises et un sac d'ordinateur, l'air épuisé. On n'a quasiment pas parlé ce soir-là, je lui ai juste montré la chambre en lui disant qu'il pouvait rester aussi longtemps qu'il le voudrait. Les jours suivants ont été très calmes. Mitchell passait ses journées dans la chambre d'amis, ne sortant que pour manger. 3 jours plus tard, Karen a payé sa caution, et la première chose qu'elle a faite a été de débarquer chez moi à 7 heures du matin. Elle s'est plantée sur ma pelouse en hurlant pour que Mitchell sorte, m'accusant d'avoir brisé leur couple et détruit son mariage. Mitchell tremblait dans la cuisine pendant que j'appelais le 17 pour signaler qu'elle violait son interdiction d'approcher. L'opératrice, qui connaissait déjà mon adresse, m'a répondu « Des patrouilles sont déjà en chemin, vos voisins nous ont appelés aussi ». Karen n'a pas cessé de tambouriner à ma porte jusqu'à ce qu'arrivent 3 voitures de police. On voyait bien que les agents étaient déjà lassés à l'idée de devoir encore gérer cette histoire. Ils l'ont arrêtée sur mon perron, alors qu'elle hurlait qu'on lui avait tendu un piège et que tout le monde conspirait contre elle. L'inspecteur m'a rappelé plus tard pour m'apprendre que le juge avait révoqué sa liberté sous caution à la suite de cette 2e arrestation et qu'elle resterait détenue jusqu'au procès. Il m'a expliqué que les juges n'appréciaient pas du tout qu'on transgresse une décision de justice seulement quelques heures après sa libération, car cela prouvait qu'on ne respectait rien. Mitchell a de nouveau fondu en larmes quand je lui ai annoncé la nouvelle, mais il avait l'air soulagé, comme si un immense poids venait de lui tomber des épaules. 1 semaine après, l'affaire a fait la une de la presse locale, même si nos vrais noms et nos maisons n'apparaissaient pas. Ils ont présenté l'histoire comme un signal d'alarme contre les faux appels au 17 et ont interviewé le chef de la police sur l'aberration que représentait ce gaspillage de ressources. Après la diffusion, 3 autres voisins m'ont discrètement contacté pour me raconter leurs propres histoires de harcèlement par Karen au fil des ans. L'un m'a dit qu'elle avait appelé la SPA pour leur chat d'intérieur, prétendant qu'il menaçait le quartier. Un autre couple m'a raconté qu'elle les avait signalés 17 fois à la mairie pour des broutilles, comme un sac poubelle resté dehors trop longtemps. Mitchell s'est mis à voir un psy dès la semaine suivante, et il est revenu de la première séance totalement abasourdi. Il m'a confié que le thérapeute lui avait fait comprendre que Karen contrôlait absolument tout dans sa vie depuis des années. Elle choisissait ses vêtements, gérait leur compte en banque, décidait de ses programmes télé et lisait même ses mails professionnels. Il m'a avoué qu'il n'avait pas pu inviter un seul ami à la maison depuis leur achat il y a 8 ans. J'ai moi aussi entamé une thérapie, incapable d'effacer de ma mémoire l'image de toutes ces armes pointées sur moi dans mon propre salon. Mon thérapeute, qui s'y connaît en traumatismes liés aux interventions policières, m'a rassuré en me disant que mes réactions étaient parfaitement compréhensibles après ce que j'avais traversé. Je faisais des cauchemars où je croyais entendre des sirènes, ou bien je sursautais dès qu'une voiture ralentissait devant chez moi. Impossible de me détendre, même chez moi, tant la peur que la police débarque à nouveau restait ancrée en moi. 3 semaines plus tard, on se retrouvait tous les deux dans une salle d'audience, à regarder l'avocat de Karen se lever pour parler de troubles anxieux. Il a sorti des dossiers médicaux, les a exhibés et expliqué que Karen avait été diagnostiquée depuis des années et que sa peur de moi était réelle à cause de sa maladie. La procureure s'est alors levée, un gros dossier sous le bras, et elle a commencé à lister toutes les fausses alertes lancées par Karen ces 5 dernières années, détaillant les dates et les adresses. Elle a cité 17 situations différentes où Karen avait appelé la police pour des motifs aussi absurdes que des enfants jouant au basket ou une voiture garée trop près de chez elle. Le juge avait l'air passablement agacé quand la procureure a démontré que Karen utilisait carrément le 17 comme un service après-vente personnel. Mitchell, assis à côté de moi, prenait en note tout ce qui se disait, histoire de pouvoir fournir tous les documents à son avocat spécialisé dans le divorce. Après l'audience, il est allé directement chez son avocat pour enfin déposer la demande de divorce qu'il repoussait depuis des semaines. L'avocat l'a accompagné pour remplir les papiers de séparation des comptes et la répartition des biens. Mitchell a signé pour obtenir la maison, vu que les arrestations de Karen avaient eu lieu là et qu'elle ne pouvait de toute façon plus y remettre les pieds à cause de l'ordonnance d'éloignement. 2 jours plus tard, Mitchell m'a appelé
complètement perdu après que son avocat a mis au jour 3 comptes bancaires secrets appartenant à Karen, qui totalisaient près de 40 000 $. Les relevés montraient qu'elle puisait discrètement dans leur compte commun depuis 2 ans, transférant ici 500, là 300, sur des comptes à son nom seul. L'avocat de Mitchell a qualifié ça de fraude financière et expliqué qu'il pourrait s'en servir pour obtenir de meilleures conditions dans le divorce. Cette semaine-là, le président du syndic a convoqué une réunion d'urgence et annoncé la venue d'un médiateur professionnel pour nous apprendre à mieux gérer les conflits. Il a reconnu que notre affaire avait fait réaliser au conseil que le quartier souffrait d'un vrai problème de communication, à régler d'urgence avant qu'un drame n'arrive. La médiatrice est venue le mardi suivant, a installé les chaises en cercle dans la salle commune et environ 20 personnes se sont déplacées, ce qui, finalement, était plus que ce que j'imaginais. Elle nous a proposé des exercices pour écouter sans juger et chercher des compromis, même quand on n'était pas d'accord. Certains levaient les yeux au ciel, d'autres prenaient des notes ou posaient des questions sur la gestion des voisins difficiles. 3 semaines après l'arrestation de Karen, la procureure m'a appelé pour m'apprendre que Karen voulait plaider coupable à des faits requalifiés. Au lieu de délits graves pour faux signalement et mise en danger d'autrui, elle allait avouer des faits plus mineurs, tapage et usage abusif des services d'urgence. L'accord nécessitait l'accord de Mitchell et moi, puisque nous étions les victimes, et Karen écoperait d'une mise à l'épreuve au lieu de la prison. La procureure nous a précisé qu'elle aurait des travaux d'intérêt général et qu'elle devrait suivre une thérapie 2 fois par semaine pendant 1 an. Je suis resté des heures devant l'accord de plaidoyer, sans savoir quoi décider. D'un côté, j'espérais que Karen paie vraiment pour avoir failli causer ma mort, mais de l'autre, j'étais fatigué de toute cette histoire et voulais juste tourner la page. Mitchell est passé, on en a discuté autour de quelques bières sur la terrasse, car on évitait tous les deux de passer du temps au salon. Il m'a dit qu'il était prêt à accepter l'accord, en espérant que la thérapie permette à Karen de saisir la gravité de ses actes. Le lendemain, on a tous les deux signé les papiers et les avons envoyés au parquet. Quand la sentence est tombée, la juge a condamné Karen à 2 ans de mise à l'épreuve et 200 heures de travaux d'intérêt général dans un centre spécialisé. Elle lui a interdit d'appeler le 17 sauf en cas de vraie urgence, précisant que toute récidive mènerait directement à la case prison. Karen a dû payer 5 000 $ d'amende et de frais de justice, ainsi que rembourser l'intervention du raid. La juge a été très claire. Au moindre faux pas, c'était la peine maximale pour les chefs d'accusation initiaux. Entre-temps, le syndic a fait appel à un vrai policier pour organiser une formation à la surveillance de quartier. L'agent a pris notre affaire, pour exemple, avec un diaporama détaillant le temps d'intervention et le coût de cette nuit-là. Il a expliqué que les faux signalements gâchèrent des ressources précieuses et montré comment distinguer ce qui est vraiment suspect de ce qui ne l'est pas. La moitié de la salle m'observait, mais je préférais me concentrer sur mes notes pour savoir à quel moment il est pertinent d'appeler la police. Le divorce de Mitchell a été prononcé rapidement, Karen ayant violé 2 fois l'ordonnance d'éloignement et commis une fraude financière. Le juge lui a attribué la maison et la plupart des biens, mais Mitchell m'a confié qu'il ne pouvait plus supporter d'y vivre. Il a fait venir des déménageurs la semaine suivante et mis la maison en vente, expliquant que chaque pièce lui rappelait leur dispute. J'ai fini par appeler un artisan pour réparer ma porte d'entrée, défoncée lors de la perquisition. Il a dû remplacer tout l'encadrement, tellement le bois avait été fracassé par le bélier qu'il n'y avait plus rien à sauver. Pendant qu'il s'en occupait, j'ai commandé un système de sécurité avec caméra pour couvrir toutes les entrées. L'installateur m'a confié qu'il avait beaucoup de demandes dans le quartier ces derniers temps et m'a demandé s'il s'était passé quelque chose. Je me suis contenté de lui dire qu'il y avait eu quelques cambriolages, sans entrer dans les détails. Le système était équipé de détecteurs de mouvement et d'une alarme qui me prévenait sur mon portable avant d'alerter la société de télésurveillance. Mitchell, lui, a trouvé un petit appartement de l'autre côté de la ville, près de son boulot, et il avait l'air un peu plus serein chaque fois que je le croisais. On avait pris l'habitude de se retrouver dans un bar sportif en centre-ville pour regarder les matchs, plutôt que chez moi, parce qu'aucun de nous deux ne se sentait vraiment bien là-bas désormais. Il s'était acheté de nouveaux meubles et avait enfin décoré son appartement à son goût, chose qu'il n'avait pas faite depuis des lustres. Un soir, autour d'une bière, il m'a confié qu'il s'était inscrit dans un club de randonnée et qu'il comptait partir camper, ce que Karen lui avait toujours interdit. Il avait l'air plus jeune, comme délesté de ce poids permanent qu'était la gestion des humeurs et de la paranoïa de Karen. 3 mois après le début de sa thérapie imposée par la justice, Karen s'est mise à envoyer des lettres d'excuses, tapées à la machine, à toutes les personnes qu'elle avait harcelées au fil des années. J'ai reçu la mienne un mardi matin, sur du papier à en-tête du centre de thérapie, tout ce qu'il y a de plus officiel. Dedans, elle évoquait sa prise de conscience au sujet de son anxiété et assumait la responsabilité de l'histoire avec le raid, mais ça sentait la lettre dictée mot pour mot par son thérapeute.
Mitchell m'a dit qu'elle avait envoyé le même genre de courrier à une douzaine d'autres voisins, y compris à la famille qu'elle avait dénoncée à la protection de l'enfance. La plupart des gens les ont jetés sans même les lire, mais le vieux couple du bout de la rue lui a répondu qu'ils acceptaient ses excuses et espéraient qu'elle irait mieux. Sur le groupe Facebook du quartier, c'était devenu étonnamment calme sans les posts obsessionnels de Karen sur les voitures soi-disant suspectes ou les promeneurs de chiens matinaux. Malgré tout, il restait une sorte de malaise, comme une ligne invisible entre ceux qui pensèrent que Karen avait protégé le quartier et ceux d'entre nous qui avaient subi ses délires. À la réunion suivante du syndic, la moitié des gens évitèrent mon regard, ou celui de Mitchell, pendant que l'autre moitié venait partager ses anecdotes sur Karen. Le président du syndic essayait tant bien que mal de ramener tout le monde sur des sujets plus terre-à-terre, comme le budget des espaces verts, mais tout revenait inévitablement à cette fameuse nuit avec la police. 6 mois après tout ça, Mitchell m'a appelé, tout excité, pour me parler d'une femme qu'il avait rencontrée dans un café près de chez lui. Elle s'appelait Sarah, était infirmière à l'hôpital du centre-ville, et il n'en revenait pas qu'une femme normale veuille sortir avec lui après 23 ans avec Karen. Ils en étaient à leur 4e rendez-vous, elle ne lui fouillait pas son téléphone, ne lui demandait pas où il se trouvait chaque minute. Il découvrait tout doucement ce qu'était une relation saine. On pouvait ne pas être d'accord sur les films, les disputes ne viraient pas forcément à l'esclandre. De mon côté, mon procès contre l'assurance de Karen s'est enfin réglé après des mois de paperasse et d'audition. Ils m'ont proposé un accord à l'amiable de 35 000 €, de quoi payer la thérapie, le nouveau système d'alarme, le remplacement de la porte, et il m'en restait même pour des vacances. Mon avocat m'a expliqué qu'il voulait à tout prix éviter un procès avec jury, surtout avec la vidéo de l'intervention du raid. Le chèque est tombé la même semaine où Mitchell m'a annoncé que Karen partait enfin. Elle avait fini ses heures de travaux d'intérêt général au centre de santé mentale et allait s'installer chez sa sœur en Arizona. Mitchell l'a même aidé à faire ses cartons, juste pour être sûr qu'elle s'en aille pour de bon, et il m'a dit qu'elle paraissait complètement vidée, comme si elle avait perdu tout ressort. Quand le camion de déménagement a quitté la rue un jeudi après-midi, on aurait dit que tout le quartier respirait enfin. 3 semaines plus tard, le syndic a pondu un nouveau règlement, baptisé « Charte du bon voisin », suite à toute cette histoire. On y expliquait quand il était pertinent d'appeler la police, ce qu'on considérait comme un vrai comportement suspect, et les conséquences des signalements abusifs, amende du syndic, procédure judiciaire, tout y passait. Ils ont même fait revenir ce policier pour une formation sur la différence entre vigilance et paranoïa. Tout le monde savait très bien à qui ces règles faisaient référence, mais personne n'osait plus mentionner le nom de Karen à voix haute. Mitchell et moi avons continué à aller voir les matchs dans ce bar du centre, qui avait, il faut le dire, les meilleures ailes de poulet du coin. On en plaisantait parfois, en disant que Karen nous avait finalement rendu service à force de folie cette fameuse nuit. Lui était sorti d'un mariage étouffant, et moi, j'avais enfin compris l'importance de la sécurité en banlieue avec mon alarme et mes caméras. Sa nouvelle copine Sarah venait de temps en temps, elle prenait toute cette histoire avec humour, même si le récit paraissait invraisemblable. Elle disait qu'elle voyait bien que Mitchell avait traversé des moments difficiles, mais qu'il faisait des efforts, et que c'était ça qui comptait. L'argent de l'assurance m'a permis de prendre 2 semaines de vacances, histoire de souffler et d'apprendre à gérer l'angoisse de m'être retrouvé un soir avec des armes braquées sur moi, chez moi. Mon psy m'a expliqué qu'il faudrait du temps pour me sentir à nouveau en sécurité, mais j'avançais. Mitchell aussi poursuivait sa thérapie, et il me confiait que ça l'aidait à ouvrir les yeux sur toutes les manières dont Karen l'avait contrôlé, alors qu'il avait cru que tout ça était normal. Il n'avait jamais réalisé, par exemple, que les autres couples ne passaient pas 1 heure à débattre de chaque achat de moins de 20 €. Le barbecue annuel du quartier est arrivé en septembre. Pour la première fois depuis longtemps, tout le monde semblait vraiment détendu. Mitchell est venu avec Sarah, il a présenté à tout le monde, et moi, j'appréciais de ne plus devoir surveiller mes arrières en permanence. Les voisins recommençaient à se parler en vrai, au lieu de poster des photos douteuses sur Facebook en demandant qui avait invité tel ou tel inconnu. Le président du syndic a fait son petit discours sur l'esprit de communauté et la solidarité, mais tout le monde savait qu'il parlait surtout de la leçon apprise sur les dangers de la paranoïa. Personne n'a appelé la police, même quand quelques ados faisaient un peu de bruit en jouant au basket dans le parc d'à côté. Mitchell a remporté le tournoi de cornhole, et Sarah m'a tapé dans la main quand il a battu le gars qui avait toujours pris la défense de Karen au syndic. On avait vraiment le sentiment que le quartier avait retrouvé son équilibre, même si on savait tous que cette fameuse nuit avait tout changé à jamais. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et de m'avoir aidé à prendre du recul sur tout ça. On a vraiment le sentiment de vivre une aventure quand on la vit à plusieurs. N'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres contenus dans le même esprit.